sur la question avec les tendances Covid dans un instant. Le temps de signaler que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a procédé ce matin à Niamey à la remise officielle d'un don de pesticides et d'un véhicule 4x4 double cabine au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Un don acquis par la FAO grâce à l'appui de ses partenaires que sont le Royaume du Maroc et la République de Corée du Sud. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage chargé des relations avec les institutions qui a réceptionné le don en présence du représentant de la FAO au Niger, l'État Ismaël Daouda et Abdoulaye Ali. 30 000 litres de pesticides d'une valeur d'environ 97 millions de francs CFA, un véhicule 4x4 double cabine et divers matériels d'équipement de protection de dernière génération, telle est la composition de ce don de la FAO au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour soutenir le Niger à lutter contre les criquets pèlerins. Selon le représentant de la FAO au Niger, ce sont au total 1,2 million de dollars américains, soit environ 650 millions de francs CFA que son institution a engagé pour appuyer la lutte anti-acridienne grâce aux appuis divers des différents bailleurs de fonds afin de participer au plan d'urgence 2020 du gouvernement. C'est dans cette logique que la FAO remet officiellement à l'État du Niger 30 000 litres de pesticides acquis grâce au Royaume du Maroc et un véhicule Toyota obtenu sur le financement de la République de Corée du Sud. J'ose espérer qu'avec cet appui, le Niger pourra faire face efficacement aux menaces d'attaques acridiennes, notamment celles des criquets pèlerins. En fonction de l'évolution d'une telle menace sur le pays, la FAO renforcera son appui pour aider le Niger à réussir son combat contre ce type d'ennemi des cultures. Agir ainsi protégerait les producteurs contre une éventuelle crise alimentaire liée à l'invasion des criquets. À réceptionner le don, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé des relations avec les institutions, a saisi l'occasion pour exprimer tous ses remerciements et ceux des autorités nigériennes à la FAO et ses partenaires pour cet appui qui va permettre au Niger de lutter convenablement contre les criquets pèlerins. Permettez-moi, en cet instant solennel, de remercier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et la Commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale pour leur soutien constant dans les actions quotidiennes visant à libérer les populations de la faim et de la malnutrition. Qu'il me soit permis surtout de remercier le Royaume du Maroc pour ses dons en pesticides, le Royaume-Uni, la République de Corée du Sud pour son importante contribution et le projet d'appui à l'agriculture sensible au changement climatique pour son appui constant. Je voudrais vous rassurer que je veillerai personnellement à une utilisation judicieuse et durable de ces produits et équipements mis à la disposition de mon pays. À noter que la FAO est présente au Niger depuis 1978. À travers ses actions, l'institution contribue à l'amélioration de la qualité de la production agricole au Niger. Retour aux tendances Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 11 février 2021 se présentent comme suit. 9 cas positifs, dont 1 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 8 chez les alertes sur 294 tests réalisés à la Covid-19, dont 5 de sexe féminin, 4 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 5 à Niamey, 1 à Tawa, 2 à Agadez, 1 à Difa. Aucun décès enregistré à ce jour. À ce jour, ce sont 16 869 personnes testées, 4 665 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 100 guéris, 167 décès, 398 cas actifs, 32 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Rubrique activités ministérielles. Dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les services rattachés à son département ministériel,
Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Alhaji Amadou Sarkera Fissouli, est depuis hier à Difa, dans la capitale du Manga. Il a effectué plusieurs visites à l'université de Difa. Le point avec Gunga Gibrina et Hassan Abdou. Il s'agit à travers cette visite à l'université de Difa pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de s'enquérir des conditions de vie et de travail des étudiants, mais aussi celles des enseignants-chercheurs. Une jeune université qui, en dépit de ses difficultés, arrive à accomplir ses missions. Lors d'une séance de travail avec la communauté universitaire de Difa, le recteur de l'université, professeur Ali Mahaman, a présenté son institution, sa mission ainsi que les défis auquel est confrontée l'université de Difa, spécialisée dans la science agricole, pastorale et les questions de l'environnement et du développement durable. Elle a aussi à son actif l'organisation de plusieurs symposiums relatifs à la question de la paix et de la sécurité ainsi que la résilience climatique. Des efforts salués par le gouverneur de la région de Difa qui a rendu un vibrant hommage à l'université de Difa pour ses multiples actions. Abordant dans le même sens, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a aussi remercié le recteur ainsi que toute la communauté universitaire pour leur engagement en faveur de la paix et du développement. Souley Amadou Sarkir Rafi, accompagné du gouverneur de la région de Difa et du président du comité Difangla, ont effectué plusieurs visites, notamment à la cité universitaire 6, au lycée Idrissa Alaouma, notamment au réfectoire, au magasin d'alimentation. Les chantiers de construction de l'amphithéâtre de 598 places prévus dans le cadre de Difangla a constitué la deuxième étape de la visite. Cette infrastructure, une fois achevée, renforcera la capacité de l'université en salle de cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a aussi procédé à la pose de la première pierre de la construction de la portique d'entrée et du mur de clôture de l'université de Difa, prévu aussi dans le cadre du programme de modernisation Difangla, un réel motif de satisfaction pour le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous sommes à Difa afin de pouvoir exprimer aux différents partenaires de l'université de Difa notre engagement et surtout les féliciter de leur engagement, de la parfaite collaboration et les exprimer aussi l'engagement du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, pour pouvoir à son nom les remercier vu le contexte, les aspects d'insécurité et aussi le contexte du Covid-19. Malgré tout cela, ils ont fait des activités académiques, une réussite à l'université de Difa. En plus de cela, nous avons eu à visiter un certain nombre de chantiers, des infrastructures en cours sur le site de l'université de Difa, et cela témoigne une fois de plus la volonté de son Excellence Mahamadou Issoufou, le président de la République, à vouloir que l'université de Difa ait ses propres infrastructures. Donc, je les encourage. La délégation ministérielle a enfin visité les rectorats situés dans un local provisoire qui abrite aussi les bureaux des enseignants-chercheurs de l'université de Difa. Une mission de travail conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement séjourne dans la région d'Agadez. Objectif, s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation du projet de renforcement des capacités d'adduction d'eau potable de la ville d'Agadez. L'état avec Bachir Harouna et Assadek Al-Gabit. Constater de visu l'état d'avancement des travaux du projet de renforcement de capacité de l'adduction d'eau potable de la ville d'Agadez, tel est le mobile qui a suscité le déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim. Une occasion pour Zakaria Abdrahman et sa délégation qui l'accompagne de s'apercevoir des tenants et des aboutissants des travaux de construction du chantier de la station de reprise au niveau de la localité d'Afara, située à 30 km d'Agadez. Sur place, le ministre de l'Hydraulique a reçu
des explications détaillées sur la conduite de ces travaux. Signalons que l'ensemble de ces travaux, subdivisés en 3 lots, ont été financés à hauteur de 14 milliards de nos francs par la Banque mondiale pour soutenir les actions des plus hautes autorités de notre pays dans leurs efforts à garantir des conditions de vie acceptables pour le bonheur des populations de la région d'Agadez. Au regard de ce qui précède, il s'avère que le lot 1, visité à savoir la réalisation de la station de reprise de 800 mètres cubes de capacité, de raccordement de 6 forages et de la pose d'une conduite en fonte de diamètre variant de 250 à 500 mm sur 21,8 km pour un délai d'exécution de 15 mois, accuse un retard, car le taux global d'exécution reste de l'ordre de 80%. Le ministre Zakaria Abdrahman a demandé enfin à l'entreprise adjudicatrice de ces travaux de mettre les bouchées doubles pour parachever le plus tôt possible ces travaux auxquels autant les plus hautes autorités de notre pays attachent du prix, autant les populations fondent beaucoup un grand espoir pour garantir leur accès à l'eau potable partout dans la ville d'Agadez. Signalons dans la même zone la fin de la mission du ministre des Mines dans la région d'Agadez. Bourema Suleiman a visité hier, mercredi, le site du traitement de tablettes avant de tirer la synthèse de sa mission dans la région d'Agadez. Le point avec Moussa Ifalaï et Mahmoud Adam. Le site de traitement d'or de tablettes a constitué la dernière étape de la mission du ministre des Mines dans la région d'Agadez, accompagné par le secrétaire général adjoint du gouvernement d'Agadez, Adjazoum Mohamed Dele, et le préfet du département de Toulouse Boukli Najem. Le ministre Bourema Suleiman a effectué plusieurs visites sur le site de traitement d'or occupé par les orpailleurs qui font le concassage à la main à l'aide de marteaux et le broyage à l'aide de machines. Ce traitement consiste à laver soigneusement les minerais et extraire de l'or. La vraie problématique à ce niveau, c'est que c'est un site qui n'est même pas dédié. C'est un site qui a été installé sur l'urgence, compte tenu d'un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en train de travailler sur ce site ne disposent pas des autorisations. Donc aujourd'hui, nous avons été très clairs par rapport à cela. On ne peut pas venir s'installer sans pour autant disposer des autorisations. Un site a été dédié pour que tous ceux qui vont se conformer à la loi et au texte vont pouvoir avoir les autorisations et se rendre sur le site pour pouvoir continuer le travail de traitement d'or. Au terme de 72 heures de visite dans la région d'Agadez, le ministre des Mines tire ici une synthèse globalement satisfaisante. Nous nous sommes déportés sur le site de traitement d'or d'Arlit, un site qui nous avons trouvé effectivement beaucoup de personnes qui travaillaient à ce niveau-là, et c'est dans le cadre de leur paillage, comme vous le savez très bien. Effectivement, une fois arrivés sur place, nous avons constaté que il y a ceux qui détiennent des autorisations pour faire le travail de repaillage et certains qui n'en ont pas. Nous avons aussi prodigué des conseils pour que vraiment la réglementation en la matière minière soit respectée sur le site de traitement d'or. Au niveau de la société Somaïr, il faut dire que c'est vraiment un motif de satisfaction que nous pouvons tirer, d'autant plus que nous avons trouvé des jeunes qui sont vraiment rompus dans le travail qu'ils font. Ils ont acquis un professionnalisme assez poussé et ils ont développé des outils leur permettant, n'est-ce pas, de minimiser la perte de temps, de minimiser la perte de captage de minerais, et ils ont développé d'autres moyens pour pouvoir booster, n'est-ce pas, le rendement et le tissu économique au niveau de la Somaïr. Au niveau de la Cominac, il faut le dire, c'est vraiment avec un pincement au cœur que nous avons fait la visite, parce que vous le savez, bientôt la Cominac va fermer et nous avons dit qu'il va falloir quand même aller encourager ces gens-là qui ont travaillé pendant un bon bout de temps au niveau de la Cominac pour que la fermeture de la Cominac ne puisse pas être une fin brutale pour eux. On est en train d'échanger et beaucoup seront, Inch'Allah, accompagnés. Le ministre des Mines, Bourema Suleiman,
accompagné par le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, a aussi mis à profit son déplacement pour féliciter et encourager, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Alhaji Issoufou Mahamadou, les forces de défense et de sécurité d'Arlit qui ont récupéré un véhicule 4x4 enlevé par 3 individus armés à bord d'une Toyota V6. Le ministre des Mines a aussi rendu une visite de courtoisie au sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou. Sur un tout autre cadre, cérémonie de remise du kit d'accompagnement à plus du FAFA à 19 mètres d'apprentissage au titre de la région de Tillabéri. Cette initiative entre dans le cadre du Fonds commun sectoriel de l'éducation d'État avec Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Outil par excellence de renforcement des compétences et de lutte contre le chômage et la pauvreté, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA vient une fois de plus mettre à la disposition des 19 mètres d'apprentissage en menuiserie métallique et en couture venus à Tillabéri pour suivre une formation technico-pédagogique de 5 jours, dont 4 jours en technique, chacun dans sa filière, et 1 jour de formation pédagogique des kits d'accompagnement. Il y a eu un contrat de performance qui a été signé entre le ministère des Enseignements professionnels et techniques et le Fonds commun sectoriel de l'éducation. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour accompagner les maîtres d'apprentissage qui sont en train d'encadrer nos jeunes dans le cadre de la formation en apprentissage par alternance ou en apprentissage dual, où les enfants font 3 semaines en atelier et 1 semaine au centre de formation professionnelle. Nous avons 60 jeunes dans la région de Tillabéri, dans 2 filières. Il y a la filière couture à Dessa et à Liboré, et la filière construction métallique à Makolandi. En fait, on a constaté que c'est des maîtres qui ont appris le métier sur le tas. Et dans ce sens, il va falloir les perfectionner, leur donner les outils pour pouvoir transmettre leurs compétences aux jeunes qu'ils encadrent. Action vivement accueillie par le président régional des artisans de Tillabéri, Hassan Idrissa. Le FAPA et la FNAN et la SEMANI, ce sont des structures qui sont en train de combiner depuis le début de la création du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA. Ça fait longtemps. Ils sont en train de former les apprenants et après la formation, les apprenants sont qualifiés, ils ont leur diplôme et les maîtres n'ont pas leur diplôme. Donc c'est pour cela qu'on a lancé cet appel pour qu'il y ait cette formation pour les maîtres d'apprentissage. Cette cérémonie a été matérialisée par la remise des kits d'accompagnement aux maîtres d'apprentissage en menuiserie métallique et couture qui, à leur tour, ont magnifié toute leur reconnaissance et leur gratitude au FAPCA qui accompagne l'État du Niger dans la recherche de leur mieux-être. Notez enfin qu'en 2020, le FAPCA, antenne de Tillabéri, a formé 1934 jeunes, dont 946 hommes et 988 femmes, 1186 déjà insérés et 290 poursuivent encore la formation. Autre apprentissage pour noter la formation des agents municipaux de Niamey en collaboration avec l'ONG Global West Service qui s'est achevée ce jeudi lors de la cérémonie protocolaire de clôture qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôtel de ville. L'ONG a fait un don de matériel aratoire symbolique à la ville de Niamey. Détail avec Gérard Blaziz et Boubacar Miramega. Madame la secrétaire générale, au nom de Global West Service que je représente, voilà un don qu'on vous amène pour la ville de Niamey, pour un bon partenariat. C'est par une remise de matériel aratoire symbolique à la ville de Niamey que l'ONG Global West Service, dirigée par Oumarou Dambélé Sidi, a clôturé la formation de 3 jours initiée à l'intention des agents municipaux de Niamey. Au cours de cette formation, ils sont une cinquantaine d'agents municipaux à voir leur capacité renforcée en matière d'hygiène et d'assainissement et de sécurité au travail par Global West Service à la grande satisfaction de la secrétaire générale de la ville de Niamey qui a présenté sa gratitude à la dite ONG au nom du président de la délégation spéciale Mokhtar Mahmoudou pour le service hygiène et assainissement de la ville de Niamey. Cette formation et ce don viennent à point nommé. Nous pensons bien qu'à partir de ces instants-ci où ils ont acquis
bien sûr cette connaissance, ils prendront des mesures, ils feront beaucoup plus attention. Ils vont d'abord évaluer, ils vont planifier afin d'amoindrir bien sûr le risque ou le danger auxquels ils seront confrontés dans leur activité régalienne. À propos de ces kits-là aussi, nous allons toujours remercier vraiment l'ONG Global Service car c'est un plus qu'elle nous apporte encore dans le cadre de l'offre du service que nous sommes en train de faire pour les populations de la ville de Niamey. Et nous pensons bien que ce matériel-là va être utilisé, Inch'Allah, à bon escient et de façon rationnelle. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations aux bénéficiaires de la formation par des responsables de la ville de Niamey et de l'ONG Global West Service. Et puis les épouses des forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 4, la région de Tawa, réunies au sein d'un groupement, ont procédé ici très tôt ce matin au centre de transfusion sanguine de la capitale de l'Ader à une donation avec l'appui de leurs époux sous l'égide du commandant de la zone de défense numéro 4 de la région de Tawa. Le point avec James Didier et Mohamed Agoumou. Cette donation, la deuxième déjà, à l'initiative des épouses des forces de défense et de sécurité réunies en groupement dénommé Groupe Jarouma de la zone de défense numéro 4 de la région de Tawa, viennent une fois encore manifester la solidarité et le soutien pour une meilleure prise en charge des malades qui manquent du sang du centre régional hospitalier de Tawa et des autres centres de santé en donnant du sang, un geste humanitaire qui requiert le courage, l'engagement et la détermination pour sauver d'autres vies. C'est la mission qui s'est assignée le groupe Jarouma de la zone de défense numéro 4 d'Ottawa. Je prends la parole aujourd'hui en tant que présidente du groupe Jarouma pour exprimer ma joie de nous retrouver une fois encore dans ce centre pour un autre don de sang, qui, vous le saviez, est un geste noble. Et c'est pour ça aujourd'hui les FDS et les familles des FDS, nous nous sommes donné rendez-vous ici pour effectuer ce geste salutaire qui sans doute contribuera à une meilleure prise en charge des malades. Je finis en remerciant tous les FDS, les familles des FDS et le centre pour l'accueil. Je les exhorte à continuer dans ce sens. Accompagnés dans cette mission par leurs époux sous l'égide du commandant de la zone de défense numéro 4, le colonel Jibrila Aboubakar, les épouses des forces de défense et de sécurité ont été félicitées et encouragées par les responsables du centre de santé pour ce geste noble, celui de donner son sang pour sauver d'autres vies. Le don de sang, c'est un geste noble et énormément de gens en ont besoin. On en voit régulièrement dans le cadre de nos activités. Avec le temps, on ne sait jamais. Un jour, c'est celui-là, demain, ça peut être nous ou un membre de la famille. Donc, je les exhorte vraiment à emboîter le pas à l'association Jarouma, que ce soit ensemble ou séparément. C'est un élan de solidarité et qui vraiment j'apprécie beaucoup. Et nous, leurs maris, nous avons jugé utile de les soutenir. C'est pour cela vous avez remarqué la présence des militaires ici, c'est pour soutenir nos épouses. Le groupe Jarouma de la zone de défense numéro 4, avec l'appui de leurs époux, ont réaffirmé en tant qu'épouses des forces de défense et de sécurité de poursuivre de telles initiatives pour une meilleure prise en charge des malades qui ont besoin de sang pour leur survie. Voilà le reportage de cette édition construit à grands frais par l'État du Niger dans le cadre de la modernisation de la ville de Niamey. La voie bitumée de la corniche Yantala est en proie à plusieurs problèmes liés à la circulation avec la fréquence des accidents. Les populations ont érigé des obstacles pour limiter la vitesse des conducteurs d'engins roulants, ce qui cause naturellement beaucoup de désagréments. De point avec Kassim Abdoulaye et Tijani Ibrahim. Placement de gros pneus ou de troncs d'arbres pour délimiter la voie, surveillance quasi permanente des enfants. Voilà le quotidien des populations de la corniche Yantala. Avec la nouvelle voie goudronnée, dépourvue de cassis, les accidents de la circulation sont fréquents dans ce vieux quartier de plus de 100 ans. Alors, les populations ont choisi de les prévenir plutôt que de les guérir. Chaque fois le matin, très tôt, nos petits frères se font écraser par les gens ici. Ils ne roulent pas doucement. Et puis il y aura les gars, les week-ends, surtout les week-ends. Tu vois, les gens roulent comme ils veulent ici. C'est pour cela qu'on a pu poser ces pneus-là, au moins pour ralentir la circulation ici.
ndir izai wo ko école susubayra wallahi kadadi nin goyo wi kagni zo traverser ambis motaisi. Tous les matins, il faut faire traverser les enfants pour aller à l'école. Vraiment, il faut que les autorités prennent des dispositions pour ériger des cassis ici. Au début des travaux, ils ont construit des cassis à 2 niveaux. Puis, ils les ont démolis sous prétexte que nous allons être déguerpis du quartier. C'est pourquoi nous avons placé nous-mêmes nos propres cassis pour limiter les accidents. Une situation qui cause beaucoup de désagréments à la circulation routière. Le seul problème de cette voie, ce sont les obstacles placés par-ci par-là par les populations. Les autorités doivent faire des cassis car on est obligé de faufiler dedans pour passer. Dieu merci, c'est une belle route, mais on doit enlever ces pneus et les troncs d'arbres, puisqu'ils peuvent causer aussi des problèmes. La fin du processus de relogement des habitants de la corniche de Yantala pourra mettre fin à ces désagréments de la circulation routière. Page culture de cette édition avec la présentation d'un ouvrage littéraire, un nouveau livre intitulé Chronique de la carrière d'un hussard de la République ou l'histoire d'un maître d'école autrefois vient d'être édité par l'INDRAP de Niamey. C'est une œuvre autobiographique écrite par l'inspecteur de l'enseignement du premier degré à la retraite, Alhaji Moumouni Mohamed Sani. C'est un livre d'histoire lequel raconte du A à Z toute la carrière professionnelle de l'auteur, c'est-à-dire tout d'abord sa carrière de maître d'école primaire ayant servi pendant 15 ans en brousse, pour ne pas dire en milieu rural, ensuite sa carrière d'encadreur pédagogique ayant bourlingué un peu partout au Niger pendant 25 ans, soit quelques 40 ans au profit de l'enseignement primaire. En vérité, c'est une œuvre littéraire laquelle pourrait construire un véritable vade-mecum, une sorte de bréviaire, pour ne pas dire une sorte de livre de chevet pour les hussards de la République, que sont les maîtres d'école primaire. À présent que le manque est comblé, artistement et judicieusement, messieurs les pédagogues, mettez-vous d'abord à l'ouvrage par la quête et la lecture de cet ouvrage littéraire hors série, pour ne pas dire hors de commun. L'agence commerciale de la compagnie de téléphonie mobile de Zamani Telecom de DIFA a procédé hier au lancement officiel de sa nouvelle gamme de produits, notamment la 4G+. C'était au cours d'une caravane de vulgarisation organisée à cet effet. Le point avec Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. À travers l'organisation de cette caravane, il s'est donc agi pour la compagnie de téléphonie mobile Zamani Telecom de procéder au lancement officiel de la 4G+, au bénéfice de la commune urbaine de Difa. Zamani Telecom a pour ambition de faire vivre aux populations nigériennes et plus particulièrement à la population de Difa la meilleure expérience télécom, en mettant à leur disposition un réseau de qualité et de produits et services adaptés à leurs besoins. Et chez Zamani Telecom, nous avons fait le pari d'être l'opérateur digital de référence au Niger. C'est pourquoi nous avons modernisé notre réseau et ça nous a permis de lancer aujourd'hui pour la première fois sur le marché nigérien et plus particulièrement à Difa la 4G. Cette véritable innovation en matière de téléphonie mobile permettra donc désormais une meilleure qualité de tous les usages Internet. La 4G+, c'est une véritable révolution dans le réseau mobile. La 4G+, permet une meilleure qualité de tous les usages Internet. Et en donnant la possibilité d'atteindre, bien sûr, des débits beaucoup plus importants, 10 fois plus supérieurs que la 3G. Pour accéder à la 4G, il suffit d'avoir un téléphone compatible. Bien sûr, un téléphone de la dernière génération. Il faut que la SIM soit compatible aussi. Pour vérifier si sa SIM est compatible, il suffit tout simplement d'envoyer 4G par SMS au numéro court 2525.
Avec donc la 4G+ de Zamani Telecom, DIFA passe à la vitesse supérieure en matière d'Internet.